De retour dans l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous, notre invité, journaliste indépendant Malik Acher et nos éditorialistes Jean-François Akanji-Kombe et Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Depuis une dizaine d'années, le secteur économique africain connaît une grande pénétration bancaire. En une décennie, plus d'une dizaine de groupes bancaires ont réussi à se partager le marché aux côtés de grandes banques étrangères. En 2014, la BCEA, ou la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, a d'ailleurs pris des mesures rendant 19 services bancaires gratuits. Mais malgré les efforts déployés, le taux de bancarisation demeure très très faible, comme nous l'explique ce reportage de nos correspondants Wendiam Valentin Compaoré et Narcisse Doumbé. Le secteur bancaire africain connaît aujourd'hui une grande croissance. Les établissements financiers se créent de plus en plus. Sur le continent, de grands groupes bancaires panafricains se sont installés. Ainsi, ils sont une dizaine à conquérir un marché qui est en plein essor. Mais le taux de bancarisation n'est pas encore à la hauteur des attentes des acteurs du monde financier. Dans l'espace UEMOA en 2012, ce taux s'élevait à 7%. Au Burkina Faso, il est de l'ordre de 10% et frôle souvent les 5% dans certains pays comme le Niger. Les services financiers demeurent encore inaccessibles pour de nombreux citoyens. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, s'inscrivant dans une dynamique de développement du taux de bancarisation, a en 2014 pris des mesures pour alléger le quotidien des populations. Ceci a permis de rendre gratuit une dizaine de services bancaires, une mesure salutaire selon certains observateurs. Mais la géographie bancaire est-elle favorable aux populations? Quelles sont les perspectives pour un accroissement du taux de bancarisation sur le continent? Avec 5% de croissance ces dernières années et une population qui va doubler en l'espace de 20 ans, le continent africain a un important potentiel de développement. Toutefois, son système financier est encore balbutiant. Les banques sont là, il y a du business à faire et vous n'êtes pas sans savoir que tous les spécialistes s'accordent à dire que le prochain relais de croissance est l'Afrique, qui présente un potentiel énorme, aussi bien en termes de ressources naturelles, en termes de population, donc c'est un réservoir de consommation. Depuis plus d'une dizaine d'années, le secteur bancaire connaît une croissance sur le continent. Le Burkina Faso, par exemple, est passé de 7 banques en 1997 à une dizaine aujourd'hui. Mais le développement des banques en Afrique est la preuve que la demande est encore là, que le besoin de financement est encore réel. Le manque de développement du taux de bancarisation réside donc au niveau actuel de nos populations et nous pensons qu'avec le travail que les banques sont en train de réaliser sur le terrain, ce taux connaîtra une bonne croissance d'ici là. Nous sommes à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Sur ce marché bancaire figurent 13 compétiteurs. Malgré la concurrence dans le secteur qui devrait faire baisser les coûts des services bancaires, la satisfaction clientèle n'est pas au rendez-vous. Certains dénoncent même une gestion opaque de ces établissements financiers. Non seulement le crédit est difficile à l'obtenir au Cameroun, auprès du banquier, mais aussi pour le rembourser, c'est un vrai chemin de croix. Parce que vous allez vous rendre compte que, je prends encore le cas des fonctionnaires, je ne suis pas, moi je suis un opérateur économique, pour les fonctionnaires qui prennent des crédits à la banque pour rembourser, parfois les gars se retrouvent, si vous avez pris pour 24 mois, vous vous retrouvez en train de rembourser 26, 27 mois. Si vous-même vous ne partez pas voir votre gestionnaire pour lui dire, mais monsieur, là ça commence à aller fort, je ne comprends pas pourquoi ça continue, qu'on continue à me prendre mon argent de salaire. À mon avis, je pense que les coûts bancaires sont encore très exorbitants pour le Camerounais moyen. Il faut penser que ce sont des mesures qui, pour les particuliers ou les personnes qui font des opérations bancaires à une grande échelle, ces coûts peuvent être considérés comme amoindris. Mais pour le Camerounais moyen, ces coûts restent encore assez exorbitants. Les banques opérant dans les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine offrent depuis novembre 2014 gratuitement à leurs clients l'ouverture de compte, la délivrance de livrets d'épargne, la tenue de compte, entre autres. Au total, 19 mesures ont été prises par la BCEAO pour booster la bancarisation et développer la créativité des institutions bancaires. Je pense qu'il est important pour nous de démystifier la banque
à l'endroit des populations. Non, les gens ont l'impression aujourd'hui qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour avoir un compte en banque. Je pense qu'il nous appartient, nous, de créer plus de proximité avec les clients, de créer plus de produits qui répondent à leurs attentes et également de contribuer à réduire les coûts de nos prestations pour encourager les populations à ouvrir des comptes. Avec seulement un quart de la population ayant accès à un compte bancaire et une société très attachée au cash, les systèmes bancaires restent sous-développés. Pourtant, leur maîtrise représente le gage d'une économie prospère. Si vous avez une économie dans laquelle le secteur bancaire a un maillage très important de votre économie et de votre population, vous avez une gouvernance plus facilitée de cette économie. La politique monétaire est beaucoup plus efficace. La politique des autorités a une information disponible à tous les niveaux. On peut imaginer toutes sortes de politiques, y compris la justice, ont des informations pour pouvoir piloter l'économie. L'économie a plus de facilité à profiter de tous les avantages de la finance pour la croissance, pour la production, qui sont des avantages de sécurisation, qui sont des avantages de mise en commun des ressources pour faire des crédits beaucoup plus adaptés à différents niveaux. Selon certains acteurs du monde de la finance, le régulateur doit jouer son rôle de veille. Pour eux, la réduction des coûts des services bancaires est aussi un élément qui favorise la bancarisation. Les autorités de contrôle doivent élaborer des politiques, des réglementations dans l'intérêt du consommateur, parce que le client est un consommateur. Si ces politiques ne sont pas élaborées, l'État donne la voie aux institutions financières qui ne relèvent pas de l'économie sociale, mais du capitalisme pur, à rechercher le profit maximum. Le secteur bancaire est en majorité détenu par des grands groupes panafricains. Entre 2006 et 2011, les banques étrangères ont vu la part de leurs actifs dans le système bancaire du continent passer de 51 à 31%. Il est très important que les banquiers africains inventent le modèle de banque africaine. Qu'est-ce qu'à dire ? La banque a été créée en Europe dans des conditions précises. Elle a été créée au service de l'émergence du mercantilisme et du capitalisme européen. C'est très important de considérer que le fait qu'on a une africanisation du secteur bancaire aujourd'hui doit également correspondre à une sorte d'invention de produits bancaires, de services financiers, à une sorte de renouveau de la banque qui puisse faire qu'elle soit davantage le répondant des besoins de nos économies, y compris les économies les plus locales, les plus endogènes, les plus reculées des grandes capitales. En 2030, le continent comptera 2 milliards d'habitants, 2 fois plus qu'aujourd'hui. Le réseau bancaire progresse en moyenne de 10% par an. Selon certains acteurs du monde de la finance, un usage massif des nouvelles technologies comme le mobile banking et un partenariat innovant entre secteurs devront offrir aux populations plus d'accès aux services bancaires. Cette croissance doit être accompagnée par l'éducation des populations, seul gage d'une économie maîtrisée et d'institutions de politique économique efficaces. Malik, ce faible taux de bancarisation nuit-il à l'économie des pays africains ? Bien évidemment, il nuit à l'économie des pays africains. Et le coût de la bancarisation trouve ses causes dans plusieurs... il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Le premier, c'est un manque de volonté politique. Je pense qu'il est très bien pour la BCEAO d'avoir instauré la gratuité des frais bancaires, qui permettra certainement de booster ce taux de bancarisation et qui participera forcément au dynamisme des économies africaines. En revanche, je pense que derrière, il faut finalement voir si ces applications sont réellement faites sur le terrain. Parce qu'on peut dire, voilà, on décrète la gratuité des frais bancaires et les banques, à leur guise, sans être négatifs pour les banques, mais à leur guise, peuvent appliquer des frais ou insidieusement en appliquer d'autres. Parce que demain, si on peut dire que la carte bancaire est gratuite, on ne sait pas finalement si elle est vraiment gratuite, on peut dévier cette gratuité en faisant payer un frais de dossier. Voilà, exactement. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le mode de gestion des banques. Le mode de gestion des banques est fait sur un esprit de court terme. C'est-à-dire, on a l'impression que les banques veulent faire du bénéfice
Pourquoi? Parce qu'elles ont peur du facteur risque, de l'instabilité économique du pays. Peut-être qu'elles ont été certainement échaudées par les ajustements structurels. C'est le principe d'un banquier, imprudence et rentabilité. Oui, mais normalement, les banques sont là aussi pour financer l'économie. C'est mon sentiment là-dessus. Je pense que les banques privées et les banques publiques, ensemble, doivent participer au financement de l'économie, mobiliser l'épargne et donc attirer des clients pour permettre aussi à l'économie d'être plus compétitive. Donc effectivement, je pense que ça nuit gravement à l'économie. Et il faut vraiment une volonté politique qui soit derrière pour que ça soit réalisable. Alors Jean-François, en intervenant, disait quelque chose d'intéressant, selon lequel les banques aujourd'hui qui étaient établies sur le continent africain avaient un modèle occidental et qui ne correspondait pas forcément à la population africaine. Alors, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je ne crois pas qu'on puisse inventer totalement un modèle totalement africain de banque. Non, mais l'adapter, au moins, c'est une nécessité. On ne peut pas comparer les populations africaines. L'adapter, c'est une nécessité. Je suis d'accord avec vous, Amira. J'y reviendrai, si vous permettez, parce que sur la bancarisation même, je pense qu'il y a des enjeux. La bancarisation, à mes yeux, c'est un mouvement extrêmement positif, je dirais même vertueux des économies africaines. Nous avons parlé tout à l'heure d'un certain nombre de questions. Je pense que la transparence des flux financiers, le contrôle de la traçabilité des flux financiers, c'est aussi un facteur de bonne gouvernance de nos pays et c'est aussi un des facteurs de lutte contre les formes comme Boko Haram par exemple, comme le terrorisme, etc. Donc la bancarisation, oui. Mais quelle bancarisation? Quelle bancarisation, d'abord, qui puisse se distribuer sur l'ensemble du territoire, parce que dans le reportage que nous avons vu, on nous montre des grandes villes, des capitales, on en est encore là. La bancarisation et la mobilisation de l'épargne notamment, elle se fait essentiellement dans les grandes villes parce que justement, on a un modèle économique qui est un modèle économique que je ne trouve pas si occidental que cela, c'est simplement un modèle capitaliste. Nous avons affaire à des banques privées qui veulent faire des bénéfices et où le marché, où ils peuvent le faire, c'est le marché des grandes agglomérations, là où vous avez une classe moyenne en train de monter, etc. Ce ne sont pas les campagnes. Et c'est là que le bas blesse, et je crois que c'est là que la question se pose. Alors que le taux de bancarisation est le plus faible dans ces villages reculés. Voilà, quel est le rôle de l'État dans la bancarisation. Et je crois que l'État a à jouer un rôle extrêmement important. Comment dire, lorsqu'il y a la concurrence, ce que nous voyons ici en Occident par exemple, la concurrence est toujours régulée. Nous avons des agences de régulation qui sont de la responsabilité de l'État, des agences de contrôle, et qui dit contrôle dit qu'il y a des règles qu'il faut respecter et dit qu'il y a des sanctions lorsqu'on ne les respecte pas. Et il appartient à l'État également de poser le cadre réglementaire. Notamment, il n'y a pas de bancarisation si on ne pose pas la double obligation. Vous devez vous bancariser en tant que personne privée, mais les banques doivent aussi, lorsque vous souhaitez ouvrir un compte, vous ouvrir un compte et non pas regarder si vous faites partie d'une catégorie qui ne mérite pas, ne serait-ce que l'ouverture d'un compte. Ça arrive encore en Afrique. Donc je pense que inventer un modèle de banque, il faut d'abord inventer un environnement africain. Nous sommes dans un contexte différent, il faut en prendre la mesure, l'État doit jouer son rôle, et ensuite, s'agissant des produits, je suis d'accord, mais j'ai déjà trop parlé, s'agissant des produits, il est nécessaire d'inventer des nouveaux produits, mais je pense que Jean-Marie en dira beaucoup, beaucoup plus et de façon plus percutante. Alors moi, Jean-Marie, je voulais rebondir sur l'analyse de Jean-François. C'est vrai qu'on a l'impression que l'État est un peu absent dans cette bancarisation, parce qu'on regrette toujours ce taux de bancarisation très très faible. On a l'impression que rien n'est fait. Déjà, on n'oblige pas les populations à être bancarisées. On pourrait les obliger à mettre leurs revenus en banque. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur informel. Donc d'accord, c'est compliqué. Mais on a vraiment l'impression que l'État est absent sur ce dossier. Sur le taux de bancarisation en Afrique, bon, je vais commencer sur la dimension macroéconomique. Ensuite, je viendrai sur la dimension microéconomique. Il y a un problème qui se pose en Afrique. La place de l'État, on le répète à tour de rôle, si vous voulez, pratiquement dans toutes nos émissions sur ce plateau, du rôle et la place de l'État. Dans le développement africain, on ne peut pas nous demander aujourd'hui que l'État se désengage de l'économie. C'est pas possible. Moi, j'ai mis des gens au défi ici, là, des économistes du monde entier qu'on m'en présente
un seul qui pourrait me dire quel est le pays qui s'est développé dans le monde sans qu'il y ait la régulation de l'État. Au niveau macroéconomique dont parlait Jean-François tout à l'heure, je partirais d'une chose. Quand on nous demande, c'est-à-dire de privatiser nos économies en Afrique, on oublie une chose, c'est qu'ici, là, jusqu'en 1980, en France, vous avez ce qu'on appelait des prix administrés. D'accord? Ça voulait dire que c'est l'État qui fixait les prix des, si vous voulez, des biens en France, des biens de première nécessité, dans une grande majorité, ce qu'on appelle en France le panier de la ménagère. Donc, il a parlé des facteurs là tout à l'heure, donc ça c'est au niveau macroéconomique. En Afrique, si on n'a pas l'intervention de l'État, on ne peut pas progresser. Tout simplement, pourquoi? Parce que la banque privée est là, c'est-à-dire pour le retour sur investissement sur le court terme. Pointe à la ligne. Il n'y a pas de préoccupation, si vous voulez, de développement de l'épargne. Ensuite, le second facteur que je vais citer, c'est le facteur dont je parle tout le temps. Ici, là, c'est la dimension psychologique. La dimension psychologique, c'est quoi, Amira? Vous pouvez, tant qu'un individu ne comprend pas, c'est-à-dire, aller ouvrir un compte en banque, c'est un contrat, d'accord? Un contrat, c'est quelque chose, c'est-à-dire qui exige la confiance. Donc, en droit, les juristes, Jean-François, parlent de contrat consensuel synalagmatique. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait le consentement des deux côtés. Donc, dès l'instant qu'il n'y a pas ce consentement-là, c'est déjà un manque comparé, comment dirais-je, à l'ensemble de la population africaine. Il faudrait plus sensibiliser la population à l'intérêt de cette bancarisation. L'État sensibilise la population. Donc ça, c'est un des facteurs Amira. Il y a un autre facteur. Là, je viens de parler du facteur psychologique. Ensuite, vous avez un facteur qui est le facteur purement économique. C'est lequel? C'est que déjà, qu'est-ce qu'on constate en Afrique? C'est que le taux de bancarisation ne peut pas augmenter tant que l'État ne met pas en place une information complète. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez en Afrique, quand on regarde les comptes qui sont ouverts, tous les gens ça dépend du niveau des études. Les gens qui ont été à l'école, qui ont fait le primaire, ils sont à hauteur, bon, d'après les différents articles que j'ai lus, vous trouvez 5% des gens qui ont un compte bancaire qui sont arrêtés au primaire. Les 10% globalement de l'Afrique subsaharienne, ce sont des gens qui ont fait des études supérieures et qui ont un emploi. Donc à partir de là, donc vous avez question du niveau d'éducation, vous avez la question, si vous voulez, des revenus. Et vous avez, comment dirais-je, le niveau intellectuel des uns et des autres. Donc à partir de là, il faudrait que l'État fasse un effort particulier pour cette information-là. J'en terminerai. Jean-François a parlé tout à l'heure, comment dirais-je, de nouveaux modèles bancaires. On peut l'inventer, ce nouveau modèle bancaire-là. Oui, il n'était pas vraiment favorable, un nouveau modèle. Oui, non, je n'ai pas dit que je n'étais pas favorable, mais je te laisse. Comment dirais-je, le Maroc a mis ça en place. C'est-à-dire, sur ce plateau, nous avons parlé du système Takaful, nous avons parlé des soukouk et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce sont, de mon point de vue, le Maroc, si vous voulez, a mis en place une politique pour accélérer sa bancarisation qui consiste, si vous voulez, à prendre les banques islamiques et aller faire travailler avec les banques occidentales. Donc, on se rapproche beaucoup plus au niveau de la proximité du consommateur africain, de sa psychologie. Dans la mesure où, l'éthique exactement, dans la mesure où vous n'avez pas cette pression, c'est-à-dire des banques occidentales là, qui fixent des taux d'intérêt qui sont rédhibitoires par rapport c'est-à-dire à l'Africain lambda. Donc, à partir de là, il y a ce modèle-là qui peut être inventé. Comment dirait Jean-François, dans la mesure où on jumelle les deux modèles, parce qu'on sait très très bien que sur les banques islamiques, vous n'avez pas de taux d'intérêt. Donc, que fait l'État? C'est-à-dire, le Maroc a fait la chose suivante. Le Maroc a imposé aux banques, vous ouvrez 2 agences en ville, vous en ouvrez une, si vous voulez, à la campagne. Donc, le Maroc a vous ouvrez plus ou moins le maillage territorial qui est nécessaire. Moi, je partage tout à fait cet avis. Le Maroc a su aussi réformer son système bancaire à la fin des années 70-80 et a essayé de mettre en concurrence les établissements bancaires entre eux. Et ce qui a favorisé justement cette bancarisation. Et a obligé aussi les banques à se situer à 1 kilomètre de l'une de l'autre. Je prends 1 kilomètre, mais bon, la distance, je ne peux pas vous la dire exactement. Mais voilà, il y a une certaine distance à respecter en fonction des foyers de population. Le Maroc a réussi ça. Et c'est cette réforme qui a permis au Maroc d'avoir un taux de bancarisation élevé. Le Maghreb en général, après, les histoires sont différentes. Le Maroc n'est pas l'Algérie n'est pas la Tunisie. Et donc, voilà, je partage tout à fait cet avis sur justement cette volonté politique du Maroc qui a permis cette bancarisation élevée et qui est à peu près de 55-60% aujourd'hui. Alors, on parle des États qui ne sont pas assez présents, on parle également des populations qui ne sont pas forcément sensibilisées, mais il y a également un vrai problème au niveau des banques. Oui, il y a des taux d'intérêt qui sont exorbitants, des frais bancaires qui sont beaucoup trop importants par rapport au salaire
Oui. Alors Malik, allez-y. Je pense effectivement que on essaie de dire, voilà, c'est dans l'intérêt des populations de se bancariser. Mais les populations africaines, je ne vais pas généraliser parce qu'il y a des différences entre les pays. On ne peut pas parler de l'Afrique du Sud et comparer l'Afrique du Sud au Burkina Faso. Voilà, il y a une diversité des pays africains, quand même, une diversité des situations. Mais effectivement, on ne peut pas dire à la population, bancarisez-vous, même si le terme est un peu barbare. Voilà, on ne peut pas leur dire de se bancariser alors que ce n'est pas dans leur intérêt de se bancariser. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le secteur informel est tellement important que pour eux, il est préférable de s'alimenter sur le marché informel que de se bancariser. Donc voilà, d'où cette problématique et revenir à la volonté de l'État, à la volonté des pouvoirs publics de mettre en place des tarifs, des taux de crédit abordables pour les populations les plus défavorisées. Et je pense que c'est l'action politique qui prime. Merci Malik, c'est l'heure du rappel des titres. 9 mois après sa formation, le cabinet de Roger Kolo démissionne à Madagascar. La présidence n'a donné aucune explication à cette démission qui a été immédiatement acceptée par le président Heri Rajaonarimampianina. Son arrivée en avril 2014 avait pourtant marqué un retour à l'ordre constitutionnel après 5 ans de crise politique. Les familles des 219 jeunes filles enlevées à Chibok au Nigeria, toujours dans l'angoisse, le doute persiste et les interrogations se multiplient 9 mois après leur enlèvement. Malgré la promesse du gouvernement de les retrouver, les recherches semblent piétiner. Et c'est la fin de cette deuxième partie. Nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom.